Bien, bonjour à tous, bienvenue sur ce tuto d'initiation à l'impression 3D. On va voir dans cette vidéo comment concevoir un système relativement simple. C'est un système qui est composé de 4 pièces. Le premier ensemble, ça va être celui-ci, c'est deux bras qui vont pouvoir venir se fermer grâce à une liaison pivot ici qui est imprimée d'une pièce. Et le système de fixation qui est ici, cette partie qui va venir se positionner par-dessus l'autre partie. Pour assembler ça, on va venir fixer à l'intérieur ici ce tube. L'intérêt étant de pouvoir fermer un sac. Donc le sac va venir se positionner de chaque côté ici à l'extérieur du tube dans les bras. Et les bras vont venir pincer le sac pour le fermer et garder cette ouverture. Et enfin, finalement, on a juste un pas de vis sur ce tube ici qui va venir se positionner dans ce bouchon-là, ce qui va nous permettre d'avoir un fermoir pour un sac de farine par exemple ou quelque chose dans le genre. Bien, maintenant que je vous ai présenté le système, on va voir grâce à quels outils on va faire cette conception. Alors on va utiliser Onshape, on va aller dans Products d'abord, ici on va descendre tout en bas et on va aller dans Education. Et là on va avoir accès à la version étudiante du logiciel. Donc on va venir remplir nos informations ici pour créer notre compte. Vous allez ensuite recevoir par mail un mail d'activation de compte. Vous cliquez sur le lien. Et ici, vous allez pouvoir créer votre mot de passe. Voilà, donc on est maintenant sur le logiciel et on peut enfin utiliser toutes les fonctionnalités. Alors il y a un tutoriel qui permet de prendre en main tout le logiciel. Je vous encourage à le faire si ça vous intéresse, surtout si vous n'avez pas déjà auparavant utilisé un autre logiciel de CAO. Si vous avez déjà utilisé Katia ou Creo, ProIngénieur, des choses dans le genre, vous allez arriver à prendre celui-là assez facilement en main, même s'il y a quelques particularités. Donc c'est à vous de faire ce choix-là, en sachant que moi je vais vous présenter très rapidement le strict minimum de ce dont on a besoin pour commencer. Donc nous, pour commencer, on va créer un folder, donc un dossier. Ce dossier, on peut l'appeler par exemple initiation à l'impression 3D. Hop, et c'est dans ce dossier qu'on va mettre toutes nos conceptions. Donc on va rentrer dans le dossier, et ici, cette fois, au lieu de créer un dossier, on va créer un document. Donc un document, ça peut être un modèle de CAO, ça peut être des mises en plan, ça peut être un assemblage complet, des PDF, ça peut être tout et n'importe quoi. Nous, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par concevoir les deux bras. Donc on va commencer tout simplement par le bras 1. Ok. Donc maintenant qu'on a commencé avec le bras 1, ici, par défaut, on est en Part Studio. Donc c'est dans ce studio-là qu'on va venir, là encore une fois, il va vous présenter les différentes fonctionnalités, on y reviendra plus tard. Donc là, vous allez avoir un premier onglet ici, qui est donc l'onglet de conception d'une pièce, et un deuxième onglet ici qui est l'onglet d'assemblage. Donc ça va vous permettre de créer différents onglets de conception, un pour chaque pièce, puis ensuite dans l'onglet d'assemblage, on va venir insérer toutes les pièces pour vérifier que nos pièces s'emboîtent bien correctement. Donc la façon dont c'est fait un logiciel de CAO, pour ceux qui ne le connaissent pas, le principe est relativement simple. En fait, quand on veut concevoir une pièce, on va commencer par dessiner la section de la pièce et on va venir lui donner une profondeur pour créer un volume. Donc ici on va cliquer sur Sketch, Sketch qui veut dire esquisse, et on va choisir un plan. Donc dans ce plan-là, ici le plan top, on a créé notre esquisse, donc c'est dans ce plan-là qu'on va commencer à dessiner la section de notre bras. Donc ici en cliquant sur top sur ce cube là, ça me permet de me mettre sur le bon plan,
Et ici, je vais venir dessiner plutôt la première esquisse. La première chose qu'on va faire, c'est de vérifier que les unités qu'on va utiliser sont les bonnes. Onshape étant un logiciel américain, si on ne change pas les paramètres, par défaut, on va être en pouces, en livres, alors que nous, on souhaite être en millimètres. On va aller ici, dans ces 3 petites barres à côté d'Onshape, et on va aller dans Workspace Units. Donc là, on était en pouces, on va passer en millimètres. Ça, c'est le nombre de décimales. Ici, l'angle, donc on a juste degrés ou radians. Les deux sont utiles, quel que soit selon le projet que vous faites. Ici, on va passer en kilogrammes, même si pour l'instant, c'est pas quelque chose qui va être utile pour nous. Et on valide pour être sûr de faire les choses correctement. Pour se promener sur l'esquisse, si vous utilisez le bouton droit de la souris, vous allez pouvoir tourner autour de votre pièce. Et si vous utilisez le bouton gauche, ça va être pour toute la partie sélection. Et si vous utilisez le bouton du milieu, ça va être pour se déplacer. Donc on va se remettre dans notre bon plan, on va revenir dans notre esquisse, et ici on va venir dessiner. Donc pour aller dans l'esquisse, on double-clique tout simplement sur l'esquisse, et on a cette petite fenêtre qui apparaît ici. Ici pour quitter sans valider les modifications, ici pour les valider. Donc pour créer notre bras tout simplement, ça commence par un long rectangle, donc on va commencer par faire un long rectangle. Ça semble relativement logique. Ensuite, on va venir modéliser le pivot ici, donc on va faire un cercle. Et ici, au bout du bras, on va avoir un deuxième cercle sur lequel on va avoir le fermoir. Donc là déjà, on a un aperçu de ce à quoi doit ressembler notre bras. On va aussi utiliser cette zone-là pour avoir le perçage dans lequel notre tube va passer. Et là, on a déjà les structures de base, on va dire, de notre bras. Maintenant, il va s'agir de relier tout ça, supprimer les parties inutiles et mettre toutes les cotations qui sont importantes. Donc maintenant qu'on a fait ça ici, on va commencer par relier les choses qui doivent être reliées. Et la première chose à faire, c'est de venir ajouter cette partie-là. Donc on a cliqué sur les 2 points pour valider et ensuite échappe quand on a fini. On va pouvoir recréer ici un deuxième, mais on préférera déplacer le cercle pour qu'il arrive sur ce point-là, on verra plus tard. On va faire la même chose de l'autre côté, un premier trait comme ceci, et un deuxième à nouveau de l'autre côté. Ensuite, il va falloir venir positionner les différents cercles de la bonne manière. La première chose qu'on va faire, c'est baser notre esquisse sur le centre ici des plans. Ça va être plus simple après pour positionner l'autre bras et être sûr qu'on soit aligné de la même manière. Donc pour ça, on va venir créer des contraintes. Ici, on a la partie dessin, ici, on a la partie contrainte. Donc on va créer une contrainte ici de coïncidence. Donc une coïncidence tout simplement entre les points des cercles ici et le centre du repère. Si jamais les 2 cercles que vous avez créés n'avaient pas cette contrainte de coïncidence à la base, vous la créez de la même manière. Ici, on va venir aussi créer une contrainte de coïncidence entre ce sommet-ci et la surface de ce cercle. Et on est bon pour l'instant sur les contraintes de coïncidence. L'autre chose qu'on va faire, c'est qu'on va venir contrainte de tangence. La contrainte de tangence entre ce cercle ici et ce bras-là. Et vous voyez, comme ça, on a une forme beaucoup plus harmonieuse. On va créer cette même contrainte de tangence et cette deuxième contrainte de tangence. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir positionner le point ici, le centre de ce cercle, sur cet axe-là. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand on va créer notre deuxième bras, en utilisant une fonction de miroir par rapport au premier bras. Donc comme je le disais, on va venir donner toutes les dimensions à notre système. La première dimension que l'on va donner, c'est la taille ici du bras. Donc la pièce que je vous ai présentée au tout début, elle était très petite et évidemment beaucoup trop petite. C'était un prototype pour vérifier les fonctionnalités. On va venir ici faire un bras de 100 mm, donc 10 cm, ce qui devrait être suffisant en pliant un sac de farine correctement pour le fermer.
Vous voyez ici que le bras qui avait l'air à peu près centré sur cet axe-là, maintenant est complètement décalé. Alors ça nous intéresse quand même que notre tube ici, qui va nous servir d'ouverture pour le sac de farine, soit au centre. Pour que ce soit au centre, tout simplement, on va venir préciser une contrainte de symétrie, tout simplement pour vérifier que ces deux points-là soient symétriques par rapport à cet axe médian. Donc on va cliquer sur symétrie, on va choisir notre premier point, notre deuxième point, puis notre axe médian. Et ici on est sûr qu'on est bien positionné. Ce qu'on voit ici, c'est que ça a déformé notre cercle puisque notre segment a dépassé le cercle. On va appuyer sur échappe pour quitter l'outil de symétrie et on va venir repositionner notre cercle au bon endroit ici. En faisant tout simplement en cliquant sur le centre et en le déplaçant. Maintenant qu'on a cette première dimension, on sait que ici on a 50 mm et ici on a 50 mm. Donc notre tube est bien au centre du bras. Ensuite, les autres mesures, on va venir de la même manière préciser la taille de ce cercle ici. Alors, les tailles qu'on va utiliser ici, on va faire un cercle de diamètre de 2 mm. Et ce diamètre de 2 mm, vous voyez ici, il va venir contre la pièce. En fait, c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut que ce soit bien dans le prolongement du bras. Donc pour que ce soit dans le prolongement du bras, tout simplement, on va venir utiliser la contrainte d'horizontalité qu'on va venir fixer sur ce segment-là. La prochaine mesure que l'on va donner, c'est ces cercles. Le cercle externe, on va lui donner une mesure de 30 mm. Et le cercle interne, une mesure de 20 mm. Ensuite, on va venir donner les dimensions de l'épaisseur du bras. Pour ça, deux possibilités. Soit on vient cliquer sur ce segment ici, soit on vient cliquer sur les deux segments et on va pouvoir ainsi donner l'épaisseur. Nous, l'épaisseur que l'on souhaite, ça va être une épaisseur de 10 mm. Et là, je me rends compte que notre cercle va être trop faible ici en taille. Donc ici, on va diminuer la taille de notre perçage et on va réduire ça à 15 mm d'épaisseur. 15 mm de diamètre, pardon. Donc ça veut dire que l'extérieur de notre tube devra faire 15 mm de diamètre. Maintenant, on va vérifier la taille de ce pivot-là. Donc le pivot, on va le faire assez grand pour que la résistance mécanique soit assez bonne. Donc on va choisir 10 mm d'épaisseur, de diamètre. Maintenant qu'on a fait tout ça, on se rend compte qu'on a certains traits qui sont en noir, comme celui du cercle ici, et certains traits qui sont en bleu. Pourquoi ces différences? Tout simplement parce que les traits noirs, ça veut dire qu'ils sont entièrement contraints et que donc si on veut les déplacer, ça ne fonctionne pas. Par contre, les traits bleus, eux, peuvent encore être déplacés. Ils peuvent être déplacés, ça veut dire que les contraintes ne sont pas complètes. Donc ici, on se rend compte par exemple qu'on peut monter et descendre ce bras. Donc pour enlever ce problème-là, on va tout simplement donner la marge qu'on va donner entre les deux bras. Parce que comme je le disais ici, à l'opposé de ce bras-là, on va avoir le deuxième bras qui va être une espèce de symétrique modifié de celui-ci. Donc on va utiliser ici comme distance 0,5 mm. 0,5 mm tout simplement parce que vous le verrez, on va avoir un système de serrage du sac qui va correspondre à ces 0,5 mm là qu'on va avoir entre les deux bras. 1 mm, pardon, puisqu'il y aura 0,5 mm de ce côté-ci de l'axe et 0,5 mm de l'autre côté aussi. Donc maintenant qu'on a fait ça, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de traits qui sont devenus noirs. Et la dernière chose qui reste à fixer, en fait, c'est la taille de cette partie ici. Effectivement, le cercle, si je veux, je peux le modifier. On va commencer par fixer les dimensions de ce segment-là. Et on va fixer ça à 10 mm aussi. Et donc maintenant que ma pièce est entièrement noire, ça m'assure que je n'ai pas des dimensions arbitraires qui restent quelque part, qui pourraient poser problème par la suite.
Ensuite, on a des traits qui sont inutiles ici sur cette esquisse. Donc on va venir enlever cette partie-là et celle-ci. Et maintenant, vous voyez que cette partie a été dégrisée, donc ça veut dire qu'elle ne fait plus partie de l'esquisse qui va être extrudée, donc avec laquelle on va donner du volume. Et on va venir ici, en cliquant sur ce bouton-là, extruder notre volume. Donc par défaut, il va nous donner 25 mm. Nous, 25 mm, c'est bien supérieur à ce qu'on désire. 10 mm seront largement suffisants. Et ici, on va dire, un brouillon de notre première pièce qui est conçu. On pourrait commencer à travailler ici sur le pivot, mais on verra que ce sera plus simple de travailler sur le pivot une fois que nos pièces seront assemblées, tout simplement parce qu'on va pouvoir vérifier en temps réel que les dimensions qu'on a données ici seront les bonnes. Donc la deuxième chose qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par créer une deuxième pièce, donc le deuxième bras. La façon dont on ferait ça normalement, ce serait en cliquant sur le plus ici, qui nous permettrait de créer un nouvel onglet de conception. Mais au lieu de faire ça, on va venir dupliquer cet onglet-là, parce que comme je le disais tout à l'heure, le deuxième bras va être une image miroir du premier. Donc ici, vous voyez, on a nos deux onglets qui correspondent à deux copies de la même pièce. On va commencer d'ailleurs par renommer nos onglets pour être sûr de ne pas les confondre après. Donc ici, on a bien le bras numéro 1 et ici, on a bien le bras numéro 2. Alors maintenant, comment on va faire pour passer de cette pièce-là à la pièce miroir? Et bien pour faire ça, tout simplement, ici vous voyez que dans l'arbre de nos géométries, on a notre esquisse qui est grisée ici tout simplement parce qu'elle est utilisée dans cette extrusion-là, et bon, on va venir modifier notre esquisse. Donc en double cliquant dessus, on va revenir dans notre esquisse, et de la manière que telle, on va se mettre dans le plan top. Et ici, on va utiliser la fonction miroir pour créer un miroir de notre conception. Donc on va choisir toute notre esquisse et on va en faire un miroir par rapport à ce plan. Maintenant, évidemment, comme on a trop de choses, il pourrait y avoir deux façons de régler le problème, soit en supprimant les parties inutiles, soit en les transformant en traits de construction. Ici, on va être obligé de les transformer en traits de construction, tout simplement parce que les contraintes de dimension sont données sur cette figure-là, et donc si on la supprimait, on perdrait toutes les contraintes qui sont ici que des miroirs de la première conception. Donc ici, une fois qu'on a sélectionné notre première esquisse, on va cliquer sur l'outil construction pour transformer tout ça en trait de construction. Et maintenant, vous voyez, on n'a plus que l'esquisse qui a été dédoublée. Ce qu'on va venir modifier ici, c'est cette partie-là, parce que contrairement à notre première esquisse, la deuxième ici va devoir venir passer par-dessus cette partie-là pour créer notre système d'attache. Donc on va venir zoomer avec la molette, et sur cette partie-là, on va venir concevoir quelque chose d'un peu différent. Donc on va venir maintenant concevoir la partie ici qui va venir par-dessus le premier bras pour fermer le fermoir. Donc pour faire ça, déjà, on va se séparer de la partie ici qui ne nous intéresse pas, qui est identique à la première. Et pour faire ça, on va venir sélectionner ce cercle et ce segment, et on va les passer en trait de construction. Maintenant, on a le champ libre pour venir concevoir quelque chose de nouveau. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une forme assez arrondie, ce qui va nous permettre d'avoir une bonne résistance mécanique, parce que sinon cette partie ici va être soumise à beaucoup d'efforts, surtout quand on va venir tirer dessus pour ouvrir et fermer le fermoir à répétition, donc il est important que la résistance mécanique soit plutôt bonne. Donc on va utiliser ici des points tangents, puis avec un arc de cercle. Donc pour faire ça, tout simplement, on va venir se positionner ici. Ici, on va venir avec le mode
arc tangent, sélectionner le segment duquel on veut partir, et vous voyez ici que systématiquement notre début de cercle va rester tangent. Pourquoi cette tangence est importante? Tout simplement parce que si on a tangence, ça veut dire qu'on a des courbures qui sont moins directes et qui sont du coup moins soumises à des concentrations de contraintes qui pourraient poser des problèmes plus tard. Donc la première chose qu'on va venir faire, c'est venir avec cet arc de cercle ici, se positionner sur cet axe médian. Et on va ensuite continuer avec d'autres arcs de cercle tangents, un premier ici, jusqu'à obtenir la forme que l'on souhaite. Donc on va d'abord en créer un premier ici, puis un dernier pour finir notre partie ici qui va venir en contact avec cette pièce, avec le premier bras. Donc là on a la forme globale, on va dire, de la partie du fermoir qui nous intéresse. On voit que ce qui va nous manquer ici, c'est un dernier arc de cercle pour relier ce point ici avec ce point-là. Donc on va tout simplement venir créer ce dernier arc de cercle. Et maintenant la partie est grisée puisqu'on a bien une section fermée complète. Alors, la chose qui va être importante pour que nos fermoirs fonctionnent, ça va être ici que cette partie-là qui va devoir passer à travers ce doigt-là soit pas trop en recul. Ici, on peut voir que ça demanderait beaucoup d'efforts à cette pièce et beaucoup de déformation pour passer par-dessus. Donc, il va falloir venir la réduire. Donc, on va bien quitter l'outil tangent et on va venir déplacer ce point plus proche ici, reculer celui-ci ici, et on va venir en fait se positionner au-dessus, avec ce point-là, au-dessus de la médiane ici. Et pour faire ça, en fait, on va utiliser une contrainte de verticalité, tout simplement, entre ces deux points-là. Donc, je clique sur la contrainte de verticalité, mon premier point et mon deuxième point. Et il n'y arrive pas. Si, c'est bon. Donc là, le point est bien passé noir, parce que le point est sur cette droite-là, et il est sur cette droite-là, donc il est bien défini. Et on voit qu'on a déjà, du coup, notre premier arc de cercle ici, qui est entièrement défini. Pour définir les autres arcs de cercle ici, on va dire qu'on a assez peu, finalement, de contraintes précises. Tout ce qu'on veut, c'est que l'épaisseur soit suffisante pour avoir une bonne résistance mécanique, mais en même temps pas trop épais pour qu'il puisse se déformer assez facilement pour venir passer par-dessus ce bras 1 ici. Donc pour faire ça, on va venir réutiliser l'outil de cote et on va venir choisir ici des mesures. Donc là, on voit que cet arc de cercle est plutôt bon. On pourrait le réduire un petit peu, donc on peut passer à 15. Là, on est bon. L'autre chose qui va être importante, c'est que quand notre bras va venir, quand cette partie-là va venir contre ce bras 1, il faut que la pente soit bien orientée de manière à ce que le bras, il est plus intéressant ici de venir réduire cet arc de cercle-là. Donc on va le passer à 1 mm de rayon. Et cet arc de cercle-là, on va venir le réduire un petit peu aussi. Il est à 3,4 à peu près, on va le passer à 3. Et maintenant qu'on a ça, on va dire que là, il devrait être assez facile pour le bras de passer par-dessus le premier. Et notre pièce est entièrement réglée, tout est noir, donc on peut valider l'esquisse et en faire l'extrusion ici. Donc on va donner la même épaisseur que pour la première pièce, 10 mm, et on a bien notre premier bras, notre deuxième bras pardon, qui est bon, et notre premier bras qui est bon. Maintenant on va travailler sur la liaison pivot, et pour travailler sur la liaison pivot, on va d'abord commencer à les assembler. Donc ici sur notre onglet assemblage, on n'a rien pour l'instant, donc on va venir insérer des pièces. Donc on va commencer par venir insérer le bras 1, je valide, et on va insérer le bras 2, qu'on va valider aussi.
Donc là, ce qu'on voit, c'est que les bras ils se sont positionnés correctement, tout simplement pourquoi ? Parce que on a utilisé ici le même repère, donc ils se sont positionnés par rapport à cette origine du repère, comme les pièces étaient positionnées chacune par rapport à leur repère d'origine. Mais ça ne veut pas dire que les pièces sont fixées. Ici, on voit bien que je peux déplacer mes pièces, et donc c'est bien que la définition de la position relative des deux pièces n'est pas suffisante. Donc pour changer ça, ici, on va avoir toutes les contraintes possibles qui vont permettre de fixer les pièces l'une par rapport à l'autre. Nous, celle qu'on va utiliser, c'est celle-ci, qui va permettre la liaison pivot, et cette liaison pivot va nous demander de définir des surfaces cylindriques autour desquelles les pièces tournent. On va sélectionner cette surface cylindrique pour la première pièce, et celle-ci pour la deuxième. Et là, les pièces se repositionnent correctement. Là, on se rend compte maintenant que quand je voulais faire ça, les pièces se décalent par rapport à l'origine du repère. Donc pour régler ce problème-là, en fait, on va prendre une des pièces qui va être notre pièce de référence, qui, elle, ne bougera pas par rapport au repère. Donc on va prendre celle-ci, et on va utiliser l'encastrement. Donc on va utiliser peu importe quelle surface. Par défaut, on va prendre celle-ci parce que c'est plus logique, et on va venir le positionner par rapport à ce plan-là. Une fois que ça c'est fait, maintenant quand je vais vouloir déplacer ma pièce, ici on voit bien que ça ne fonctionne pas, tout simplement parce que la pièce est bien encastrée, donc elle ne bougera plus. Maintenant, on va venir créer notre liaison pivot en sélectionnant, comme je l'ai dit, les deux faces circulaires. Et ici, maintenant, notre deuxième pièce est bien positionnée par rapport à la première. Alors, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a différentes options. On pourrait choisir d'inverser si c'était nécessaire ici, et on pourrait choisir l'angle que l'on veut entre nos deux pièces. Ce sera utile par la suite, on y reviendra. Mais là, notre liaison pivot est entièrement définie. On peut venir vérifier éventuellement si on peut bouger cette pièce-là. Et si on ne peut pas la bouger, c'est bien que les choses sont faites correctement. On va vérifier ici que la liaison pivot n'est pas possible. Tout simplement parce que c'est une liaison pivot, mais c'est une liaison pivot qu'on peut animer si on le souhaite. Voilà, une fois que notre assemblage est réalisé, là on va pouvoir commencer à travailler sur cette partie pivot ici. Donc la partie pivot, ce qu'il faut savoir quand on veut imprimer une liaison cinématique d'un ensemble de pièces pour l'impression 3D, c'est qu'il y a certaines règles à respecter. Une des premières règles, c'est tout simplement d'avoir des espacements entre les surfaces qui doivent être mobiles de 0,5 mm. C'est un ordre de grandeur évidemment, parce que ces 0,5 mm là, ça va dépendre de la précision de l'impression que l'on va faire, et ça va dépendre de la précision de l'impression que l'on va faire. Donc on va retourner dans notre bras 1, et on va devoir ici venir modifier cette partie. Comment on va faire pour modifier cette partie ? Eh bien, on va venir se positionner une nouvelle esquisse, cette fois dans ce plan vertical ici, et on va venir se positionner sur ce plan, et donc là on va tracer ce qui nous intéresse pour créer notre liaison. Alors, la première chose que l'on va faire, c'est qu'on va venir récupérer ces dimensions-là, parce qu'on n'y aura pas accès autrement. Donc pour faire ça, on va cliquer sur cet outil-là, qui permet de faire des projections de parties d'une pièce dans le plan de notre esquisse. Donc on va utiliser l'outil, et on va commencer par faire des projections de notre cylindre. Et ici, on a donc bien des axes, des segments, qui cette fois sont apparus dans notre plan. Donc c'est les deux traits en violet en pointillé. Donc ce sont les deux traits en violet en pointillé.
en noir ici avec les points bleus tout simplement parce qu'on peut allonger les segments si on le souhaite. Ensuite, la deuxième chose que l'on va faire, c'est que ces segments, on va tout de suite venir les passer en trait de construction pour être sûr qu'ils ne nous gênent pas pour la suite. On veut seulement s'en servir, mais ça va pas faire partie du dessin. Donc on va se repositionner correctement sur notre plan et on va commencer à dessiner notre pièce. Pour faire notre liaison pivot, en fait, on va venir creuser dans ce cylindre-là les parties qui ne nous intéressent pas. Donc, pour creuser ces parties, en fait, on va dessiner 3 rectangles. Donc, pour l'instant, on les positionne de manière arbitraire, peu importe. Et ensuite, on va venir les définir correctement. La première chose que l'on va faire, c'est créer des coïncidences entre ce point-là et cette surface ici, et on va dimensionner ce premier rectangle. Donc pour le dimensionner, on va choisir la hauteur. Comme hauteur, on va choisir 2 mm. Ensuite, on va choisir la distance qui va séparer cette extrémité du rectangle par rapport à l'extérieur de notre liaison pivot. Et comme je l'ai dit précédemment, quand on a des surfaces mobiles l'une par rapport à l'autre, on veut une distance de 0,5 mm. De la même manière, ici on va venir définir la distance entre l'intérieur de ce rectangle et l'extérieur du cylindre, et on va définir ça à 2 mm. On va faire la même chose pour les 2 autres rectangles. Voilà, maintenant que nos 3 rectangles sont bien définis, on a ici un espacement de 2 mm entre chacun des rectangles. On va pouvoir valider notre esquisse puisque les rectangles sont bien tous les 3 entièrement noirs. Cette fois, on ne va pas faire une extrusion, mais une révolution. Donc on va utiliser cet outil-là. On va commencer par choisir les faces que l'on veut faire tourner. Donc ces faces, ce sont les 3 rectangles que l'on vient de concevoir. Et ici, on va devoir définir l'axe de révolution. L'axe de révolution, en fait, ça va être l'axe central de cette liaison pivot. Ici, qu'est-ce qui se passe? On est en ajout de matière. Donc on est venu rajouter ces 3 rectangles. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. On va se mettre en enlèvement de matière. Donc on va valider ça, et ici on a la première partie de notre liaison pivot qui est conçue. Et on va venir faire la même chose pour le deuxième bras. On va donc venir se positionner dans cette nouvelle esquisse qu'on vient de créer. Pour cela, on va ici se mettre sur le back, donc l'arrière de la pièce. Et de la même manière qu'on l'a fait pour la partie précédente, on va venir faire une projection du cylindre qui compose le pivot dans notre plan d'esquisse. On va ensuite, comme précédemment, venir dessiner des rectangles, uniquement 2 cette fois, puisque c'est l'empreinte des 3 rectangles qu'on a précédemment fait, avec l'espace de 0,5 mm dont je parlais précédemment. Donc comme on l'a fait juste avant, on va venir définir
les dimensions de ces rectangles. On va laisser là aussi 0,5 mm ici et là. Puis on va définir la distance entre ce segment-là et l'extérieur du cylindre, qu'on va fixer pour l'instant à 1,75, tout simplement parce que ça correspond aux 2 mm qu'on a fixé précédemment, moins 0,25, puisque c'est rapporté au rayon et non au diamètre. Auquel cas on aurait dû rapporter 0,5. Donc là on rapporte que la moitié, 0,25. La même chose pour la partie du bas. Et ensuite, les positions verticales, si vous vous souvenez bien, le premier rectangle ici faisait 2 mm, donc on va venir positionner la face inférieure du premier rectangle à 1,5 mm. De même pour cette partie-là. Et on va définir la longueur de chaque rectangle à 3 mm, ce qui correspond aux 2 mm qu'on avait précédemment, plus 0,5 mm de part et d'autre. Maintenant, on peut valider notre esquisse, et comme on l'a fait précédemment, on va faire une révolution en choisissant nos deux rectangles qu'on va venir faire tourner autour de notre cylindre, et là aussi on va se mettre en enlèvement de matière. On valide, et maintenant on peut retourner dans notre assemblage. Alors on se rend compte que là il y a un décalage qui est arrivé, tout simplement parce que les surfaces de référence que le logiciel avait pris pour notre liaison pivot ne sont plus tout à fait les mêmes. Donc au lieu de notre liaison pivot ici, on va remplacer cette liaison pivot par cylindrique, ce qui veut dire une pivot glissante. Ok, et maintenant on va définir une coplanarité entre nos deux surfaces inférieures. Et l'assemblage est fonctionnel. Maintenant, on se rend compte qu'ici, ce qui va nous manquer, c'est le perçage dans la partie que l'on veut choisir comme étant la partie, j'allais dire, femelle de la liaison pivot. Ici, là, on va venir créer une esquisse. Il va nous proposer... ici, on n'arrive pas à être concentrique. Donc, ce qu'on va faire, c'est que comme on l'a fait précédemment, on va venir en trait de construction créer une projection de ce cylindre-là. Grâce à ça, on a le point qui est apparu, et ce point qui est apparu, on va s'en servir comme centre pour... on repasse en trait normal. On va se servir de ce point qui vient d'apparaître comme centre pour créer notre perçage. Perçage dont on va définir le diamètre à 7 mm. Et on va directement demander l'extrusion de cette esquisse. Là, vous voyez que la direction d'extrusion n'est pas la bonne. Si je passe en enlèvement de matière, il va automatiquement chercher qu'il y a de la matière de l'autre côté, donc il va créer le perçage. On va valider ça. Et maintenant, si je retourne dans l'assemblage, j'ai bien ma liaison pivot qui est entièrement conçue. Donc cette première partie du système est quasiment finie. Une chose qui va nous rester à faire, c'est que on se rend bien compte ici que quand les deux bras sont l'un en face de l'autre, il y a un jeu ici entre les deux surfaces de 1 mm, et ce jeu est bien trop important pour pouvoir tenir le sac bien en position, et pour pouvoir le maintenir fermé. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va rajouter des parties ici qui vont permettre de mieux serrer le sac. Donc pour faire ça, on va retourner sur le premier bras pour commencer. Et sur ce premier bras, on va venir créer
une esquisse sur le plan de la pièce ici, la face intérieure, et sur cette face intérieure, comme esquisse, on va créer deux traits. Alors, on se met dans la bonne direction, et on va créer des traits ici. Comment est-ce qu'on va positionner les traits? On va créer un premier trait ici et un deuxième trait là, qu'on va venir en fait positionner de manière à être aligné par rapport à ces deux pivots. Donc on va commencer par un premier trait ici, on va s'assurer que ce trait soit bien horizontal, et on va le faire courir jusqu'au bord du perçage central. Et de la même manière, on va créer un deuxième trait juste en dessous. Alors, j'arrivais à obtenir tout à l'heure. Voilà. Donc de la même manière ici, on crée notre deuxième trait et on le positionne ainsi. On va faire la même chose de ce côté-ci du perçage. Donc encore une fois, ici on peut voir que je n'ai pas accès à cette surface pour l'instant. Donc je vais passer en mode construction, utiliser l'outil projection pour obtenir ces arêtes. Et pour être sûr de ne pas me perdre, je vais donc créer un premier segment ici, horizontal, qui va arriver jusqu'au bout, sauf que je ne peux pas ici atteindre le bout. Pourquoi je ne peux pas atteindre le bout? Pour la même raison qu'ultérieurement. Ce trait-là, ce trait ici n'appartient pas à ce plan d'esquisse, donc encore une fois, je vais passer en mode construction et en faire une projection. Là, je me rends compte que tout à l'heure, quand j'ai créé ce segment-là, je n'étais pas en mode, j'étais en mode construction, donc on va le passer en mode très plein. Et on va ici venir mettre une contrainte de coïncidence entre l'extrémité de ce segment et ce trait. Voilà, maintenant ici on se rend compte que le trait est encore bleu. Pourquoi? Parce que je peux le déplacer ici. Donc on va s'assurer qu'il est bien collinéaire avec celui-ci. Et pour faire ça, on va tout simplement mettre une contrainte d'horizontalité entre ce point et celui-ci. On va reproduire exactement la même chose pour le deuxième trait. Hop. Et à nouveau la contrainte d'horizontalité. Ensuite, on va venir créer une nouvelle esquisse. Parce que ça, ce sont seulement des traits qui vont servir de guide pour propager une section. Notre construction est terminée. On va venir créer un plan qui sera parallèle à ce plan-ci, dans lequel on va dessiner les sections qui vont venir balayer tout l'axe qu'on vient de tracer. Donc pour faire ça, on va demander la création d'un plan, ici. Plan de référence, c'est bien le plan de droite. Et comme offset, on va choisir un point du plan. Et le point du plan que l'on va choisir, c'est celui-ci. Et il va nous créer un nouveau plan. On valide la construction de ce nouveau plan et on va se positionner dans ce nouveau plan pour créer une esquisse. On va s'orienter correctement et dans cette esquisse-là, on a les centres des lignes qu'on a tracées tout à l'heure qui apparaissent. On va venir les créer dans notre plan. Et une fois que ces points sont créés, on va pouvoir dessiner les sections que l'on veut. Hop. Donc on a vu tout à l'heure que l'espacement entre les deux bras était de 1 mm. Donc on va faire des cercles
de diamètre 2 mm. Puis le deuxième cercle de la même manière, auquel on va venir définir le diamètre à 2 mm. Puis on valide. Une fois que c'est validé, on va utiliser cet outil de balayage qui nous permet de définir des sections et d'affecter ces sections sur des trajectoires. On valide cela, on va vérifier que les dimensions sont bien bonnes sur l'assemblage. On va se mettre ici et on observe bien que nos cercles arrivent bien à fleur de la surface opposée, donc nos dimensions sont bien les bonnes. On va reproduire la même chose sur la deuxième face de cette pièce ici. Pour faire ça, on va venir créer une symétrie. Donc, on a l'outil ici miroir qui va nous demander les entités à dupliquer. Donc, on va choisir de dupliquer cette entité-là de balayage que nous venons de faire. Non. Voilà. Donc, on va passer en mode feature. Et ici, on va choisir de dupliquer le balayage. Le plan de symétrie, évidemment, c'est celui-ci. Et on a réussi à faire ce qu'on voulait. Et on valide. Maintenant, on va venir faire sur la face opposée la même chose, mais uniquement un cylindre médian qui va venir s'emboîter dans les deux autres. Et ça obligera le papier à faire un aller-retour comme ça, un zigzag entre ces segments-là, ce qui va permettre de fermer le sac beaucoup plus hermétiquement. On passe donc sur le deuxième bras. Et on va venir, comme sur le premier bras, créer sur cette face-là une première esquisse. Donc on va créer un trait qui va partir du milieu de cette surface, du pivot, pour arriver ici au centre de la pièce, enfin au bord du perçage. On va vérifier la position de la pièce. Alors comme je l'ai fait tout à l'heure, définir les milieux c'est bien. On peut aussi ici définir... non, on pourrait définir la distance, mais ce n'est pas une bonne idée dans le sens où si après je augmente l'épaisseur de mon bras par exemple, eh ben, on va avoir un problème de positionnement de cette ligne puisqu'elle va rester à 5 mm de la surface inférieure. Donc on ne va pas utiliser cette méthode-là, on va plutôt venir ici utiliser la méthode du midpoint et on va décréter que ce point-là doit être médian par rapport à ce segment. Et je valide. Une fois validé, comme je l'ai fait tout à l'heure, on va venir créer un nouveau plan à partir de celui-ci. Ce nouveau plan, on va le positionner grâce à un point. Le point que l'on choisit, c'est celui-là. Notre nouveau plan est créé. Donc dans ce nouveau plan, on va venir faire une esquisse. Et encore une fois, cette esquisse, c'est un cercle qui va partir de ce point-là. Ce point-là n'existe pas encore, donc on va le créer en construction, comme ceci. Et on va créer notre cercle. Je ne suis pas sûr d'avoir cliqué sur le point. Notre cercle, qui, comme celui de tout à l'heure, va faire 2 mm de diamètre. Et je valide. Donc on va à nouveau utiliser le même outil, on précise la section que l'on veut balayer et la trajectoire sur laquelle on veut la balayer. Je valide, et encore une fois comme tout à l'heure, je vais venir créer un miroir de mon entité ici,
par rapport au plan. Alors là, attention, il faut bien choisir le plan de référence et pas celui que nous venons de créer. Et on a notre deuxième ligne qui va apparaître ici. Alors là, on se rend compte que la ligne n'est pas assez longue, donc on pourrait, pour faire ça plus correctement, rallonger cette trajectoire en reproduisant la même chose qu'on a fait ici, plutôt que d'utiliser la fonction miroir. Je valide ma construction. Ici, donc, nos premières deux pièces, sont quasiment complètement finies. On va maintenant passer à la troisième pièce. Alors cette fois, contrairement aux deux fois précédentes, où on est venu contrairement à la fois précédente, on est venu dupliquer le premier assemblage. Cette fois, on va venir ajouter un nouvel onglet de conception de pièces. Ce nouvel onglet, on va le renommer tube, puisque ce qu'on va concevoir ici, c'est la partie filetée qui va venir s'insérer entre nos deux bras. Pour créer notre tube, on va travailler en révolution. Donc ça veut dire qu'on va commencer par créer une esquisse sur un plan arbitraire, on se fiche un peu duquel, mais dans ce plan-là, on va venir créer un rectangle qui va venir tourner autour de cet axe-là pour nous donner notre tube. Là, ici, mon rectangle semble modifié. Si je valide que j'en demande la révolution, donc le rectangle, je vais passer en trait de construction pour créer mon axe de révolution. Une fois que ça c'est fait, je peux valider mon esquisse, créer la révolution autour de mon axe, et j'ai bien un tube. Ce tube, on va venir en définir les dimensions. Donc la première chose, ça va être le rayon externe. La première chose, ça va être le rayon externe de notre tube. Donc on va venir utiliser cet outil-là pour définir la distance qui sépare l'extérieur du tube par rapport à l'axe de révolution. Tout à l'heure, le diamètre intérieur qu'on a donné à notre bras, on peut revenir pour vérifier. Ce diamètre intérieur est de 15 mm. Donc, si je retourne sur mon tube, il va falloir ici avoir 7,5 mm. Pourquoi cette fois-ci je ne mets pas l'écart de 0,5 mm comme je l'avais fait pour les liaisons pivots? C'est tout simplement parce que je veux que ce tube soit maintenu serré dans le perçage. Et en plus ce tube sera imprimé séparément, puis monté après. Donc la dimension extérieure est terminée. Maintenant je vais définir l'épaisseur de ma paroi. Et on va fixer cette épaisseur de paroi à 2 mm. Ce qui est assez épais pour avoir une bonne rigidité, mais pas trop épais pour que l'intérieur du tube soit trop petit. Ensuite, on va venir définir la longueur de notre tube. Donc là, on va commencer en disant que le tube fait 30 mm. Et on va juste venir le positionner par rapport à la référence ici, en mettant une distance de 0 mm. Tous les points de mon rectangle sont noirs, je peux donc valider, et voilà ce qui va créer mon tube. Il va falloir ensuite créer le filetage à l'extérieur de mon tube et le positionner dans l'assemblage. On va commencer par l'insérer ici. Alors, on va valider, on va créer une liaison, de révolution entre, non de glissière d'ailleurs, entre l'extérieur de mon tube et l'intérieur du perçage du bras. Alors là, ce que je vois apparaître ici, c'est que j'en ai intégré deux sans faire exprès, donc je supprime celui qui est en trop.
Et ensuite, comme je l'avais fait précédemment, je vais venir donner une contrainte de coplanarité entre ces deux éléments. Et voilà mon tube qui est bien positionné. Il ne manquera plus que le filetage et mettre le bouchon. Maintenant que c'est fait, vous allez me dire, oui, mais mon tube peut glisser dans les bras. Donc pour éviter qu'il glisse, il va falloir rajouter quelque chose. Ce quelque chose que l'on va rajouter, on va venir le rajouter dans notre esquisse ici. Et on va tout simplement venir mettre un arc de cercle. Donc là, cette fois, on va utiliser centre, point et arc. Donc notre centre sur le segment extérieur. Ah, je suis en trait de construction, non. Notre centre sur le segment extérieur, un premier point, on vient passer de l'autre côté, le deuxième point. Là, je peux déplacer mon cercle, donc je vais venir le positionner ici à 5 mm du bas, tout simplement pour qu'il soit au centre du bras. Et je vais venir définir le rayon à 1 mm. Ça va me permettre ensuite de supprimer cette partie. Et en validant, maintenant j'ai une petite gorge qui va parcourir tout le tour de mon tube. Puisqu'on a une gorge ici de diamètre, avec une section de diamètre 1 mm qu'on a créée ici, on va créer la même chose sur les surfaces intérieures de nos deux bras, tout simplement pour venir maintenir en position notre tube. Donc on va commencer par le bras 1, et comme on l'a fait tout à l'heure, on va venir dans ce plan-là, créer un plan ici, avec une distance de 5 mm pour se retrouver au centre de notre bras. Je valide la création de mon plan, je crée une esquisse dans ce plan. Et là, ça va être très très simple, tout simplement parce que la seule chose que j'ai besoin, c'est cet arc de cercle-là. Donc il me suffit de faire une projection. Je valide ça, je vais venir me mettre dans une esquisse dans ce plan-là pour dessiner ma section. Donc je crée mon esquisse. Et cette fois, je vais venir faire un cercle sur ce point. Comme je viens de le dire, le diamètre est de 1 mm. Et je valide. Maintenant, on va utiliser le même outil que tout à l'heure, donc le balayage. On choisit la surface que l'on veut balayer et la trajectoire de balayage. Et je valide. Maintenant, ce qu'on observe ici, on ne peut pas le vérifier ici, donc pour le vérifier, on peut passer en plan de coupe ici. Donc on va choisir un plan de coupe, et le plan de coupe que l'on va choisir, c'est tout simplement la surface intérieure ici de notre bras, qui va nous permettre de mieux voir ce qui se passe à l'intérieur. Et là on voit bien qu'on a cette portion ici qui va venir s'intégrer dans le tube correctement pour le maintenir en position. Évidemment, cette section, ce n'est qu'une vue, le reste de la pièce existe toujours et je peux le faire réapparaître quand je le souhaite. Ce qu'on vient de faire sur notre bras 1, on va le reproduire sur notre bras numéro 2. Donc, comme précédemment, on prend un plan, on recrée un deuxième plan avec un espacement de 5 mm. Je valide. Dans le plan que je viens de créer, j'ouvre une esquisse et dans cette esquisse-là, je viens projeter le perçage. Je valide. Je vais maintenant, comme précédemment, encore une fois, recréer une esquisse sur cette surface intérieure. Et cette fois, dessiner un cercle. Alors là, je me rends compte que je n'ai pas accès au point que j'aimerais avoir. C'est pas grave, je peux faire mon cercle, en définir le diamètre.
puis créer une condition de coïncidence entre le centre de mon cercle et cette section. Et je vais valider. Maintenant, comme précédemment, je prends ma section, je définis la trajectoire de balayage et je valide. Là, je me rends compte que ici, je n'ai pas les mêmes dimensions, donc je vais venir vérifier ce qui n'a pas fonctionné. Esquisse numéro 6. Ici, c'est en fait le rayon que j'ai défini et pas le diamètre. Donc je vais refaire ma cote. Check. Et ici, on va définir effectivement un diamètre de 1 mm. Et on valide. Maintenant, si je retourne dans l'assemblage, que je remets ma coupe, je vois ici qui va permettre beaucoup plus facilement le positionnement du tube. Et je valide. Très bien. Donc maintenant, on va passer à une tâche qui peut paraître un peu plus compliquée, mais qui ne l'est pas tant que ça, c'est venir faire le filetage. La première chose qui créer ce filetage, c'est de créer une hélice. Cette hélice, on va venir la positionner évidemment sur ce cylindre-là, et la façon dont on va la définir, vous voyez, il a déjà choisi donc la surface que je vais sélectionner. On va se mettre en sens horaire, et ici on va pas se définir en révolution et en angle, on va se mettre turns and pitch. Voilà. Donc nous, des révolutions, on va se mettre à 5 mm de pitch, et des révolutions, on en veut 3 pour commencer, on pourra régler après si jamais. On va inverser la direction. Et voilà notre hélice qui est créée sur la surface. Je peux donc valider cette création. Maintenant, comme on l'a fait précédemment, on va tout simplement venir créer une section ici, une esquisse dans laquelle on va définir de la dent, et on va venir tout simplement créer cette dent sur cette surface. Donc ce que je vois ici, c'est qu'il faut que je me mette sur ce plan. On crée une esquisse dans ce plan-là. Et on va venir dessiner notre dent à cet endroit. Alors, il est beaucoup plus simple, en tout cas ça fonctionne, si on enlève de la matière pour créer notre filetage, plutôt que si on en rajoute. On va donc venir dessiner un triangle ici. Hop, qui va être en quelque sorte l'outil qu'on va utiliser pour usiner notre filetage dans la pièce. On va définir ce segment-là comme étant vertical. Ensuite, on va venir faire une projection, on va venir définir ce point-là comme appartenant à cette surface et appartenant à une projection du cylindre. Donc ici, comme coïncidence, on va donner ces deux points-là. Maintenant, on va venir donner l'angle de notre dent. Alors, évidemment, on va se mettre à 45 degrés. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui va permettre d'imprimer la dent sans avoir à utiliser de support. Qu'est-ce qui nous manque pour définir la dent correctement ? C'est sa profondeur. Donc une bonne manière pour définir cette profondeur sans se tromper, ça va être tout simplement de définir la taille de ce segment-là, et on va le fixer à 2,5 pour que ce soit la moitié du pitch. Et on valide. Ensuite, comme on l'a fait précédemment, on va utiliser encore la fonction de balayage. Ce qu'on va balayer, c'est ça. On va se mettre en enlèvement de matière, et
la trajectoire de balayage, c'est celle-ci. Et ici, on voit qu'on a une fonction qui n'est pas parfaitement définie. Donc ici, on va passer de 5 à 3 mm. Je valide. Et ici, on a quelque chose qui ressemble déjà un petit peu plus à ce qu'on souhaite. On se rend compte évidemment que là, ça ne marche pas parce qu'on ne peut pas entrer par ici, puisque on ne continue pas assez notre balayage. Plusieurs méthodes pour faire ça. Une des méthodes possibles, c'est tout simplement de venir modifier notre esquisse ici. Enlever donc cette coïncidence et cette coïncidence. Maintenant, je peux déplacer ma dent et cette fois, je vais créer comme coïncidence celle-ci. Hop. Comme le point bleu pouvait se déplacer aussi, c'est le point bleu du segment qui est monté. Donc, il va falloir qu'on redéfinisse ce point comme appartenant à cette surface. On valide. On aperçoit maintenant que notre pièce, que notre vis, contrairement à tout à l'heure, est utilisable. Mais elle est peut-être pas assez longue. Donc, on va venir modifier notre hélice. On va modifier le nombre de révolutions pour passer à 5. Et si on regarde sur l'assemblage, on a ici quelque chose de relativement fonctionnel. Maintenant, pour faciliter un peu tout ça, on peut aussi créer à l'entrée de notre section ici un chanfrein, à l'entrée de notre filetage un chanfrein. Donc pour faire ça, on va venir donc là, vous avez vu avec cet outil-là, ça me permet de mettre les derniers trucs que j'ai fait, les désactiver, pour pouvoir venir modifier cette surface. On va mettre un chanfrein de 2 mm, puisque c'est ce qui correspond à l'épaisseur de notre tube. Maintenant, je peux revalider mes 4 étapes. Et ici, comme on l'avait tout à l'heure, on a la même chose, à la seule différence qu'on a ce chanfrein qui va permettre de faciliter la mise en place du bouchon. Notre tube est terminé pour l'instant. Il va s'agir maintenant de concevoir notre bouchon. Donc comme on l'a fait tout à l'heure, un nouvel onglet de conception de pièces qu'on replace avant l'assemblage et qu'on renomme bouchon. Encore une fois, on va venir dans un plan créer une esquisse et là aussi on va venir travailler en révolution. Donc on va commencer par se mettre dans notre plan, créer un trait qui va nous servir d'axe de révolution bien vertical. On va venir créer un premier rectangle qui va représenter l'extérieur du bouchon et le dessus du bouchon ici. Maintenant, pour ce qui est des dimensions, ce qui va nous intéresser de premier abord, c'est le diamètre intérieur ici. Diamètre intérieur qui doit bien sûr correspondre
au diamètre extérieur qu'on avait fait ici. Le diamètre extérieur qu'on avait choisi était de 15 mm. Donc notre diamètre intérieur pour le bouchon va être de 7,5, c'est ce qu'on avait. Donc on va passer à 8 pour avoir nos fameux 0,5 mm d'écart d'assemblage. Ensuite, on va venir définir l'épaisseur de la paroi du bouchon. On peut par exemple mettre 2,5 mm ou 2 mm, ce sera suffisant. Non, 2,5 pour être sûr d'avoir la place de mettre le filetage, le taraudage à l'intérieur. Ensuite, on va venir plaquer ça sur ce segment-là, tout simplement pour positionner les choses. D'ailleurs, on va se mettre à 10 mm, comme ça, 15 mm. Ensuite, on va venir définir la profondeur du bouchon. Donc là, la profondeur du bouchon, en fait, ça va correspondre à la profondeur de notre filetage, voire un petit peu moins. Et donc pour faire ça, on se souvient que ici, quand on a défini notre hélice, on avait donc 5 révolutions de 3 mm de pitch, donc 15 mm de filetage. Donc ici, quand on va faire le bouchon, on va définir cette distance comme étant 10 mm. Comme ça, on garde une marge de sécurité. Ensuite, on n'a plus que cette longueur-là à définir. Et arbitrairement, on va choisir 3 mm. On va mettre 2,5, comme ça ce sera la même chose que sur le côté. Je peux valider et créer ma révolution. J'ai choisi ma section, je choisis mon axe de révolution et je valide. Évidemment, je n'ai pas sectionné toutes les faces ici, donc je vais venir sectionner celle-ci aussi et je valide. Notre bouchon est quasiment fait, il manquera que le filetage. Pour s'assurer de le faire correctement, on va retourner dans l'assemblage et insérer notre bouchon. Donc, notre bouchon, évidemment, on a une contrainte pivot glissante ici, que je valide, et une contrainte planaire entre le fond de mon bouchon ici et la surface supérieure ici. Et là, évidemment, ce dont je me rends compte, c'est que les dimensions du bouchon ne sont pas du tout les bonnes. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Si je retourne dans mon esquisse ici, le diamètre interne est de 8 mm. Donc je vais venir modifier ça pour le passer à, on avait dit 15 mm. Tout simplement parce que ce que j'avais cru régler comme étant le rayon était en fait le diamètre. Je valide ça, et si je retourne dans mon assemblage, j'ai maintenant quelque chose qui correspond bien mieux. En fait, il se trouve que en ayant donné mon 0,5 mm de diamètre, 0,5 mm d'écart ici, je ne peux plus insérer mon filetage, enfin mon taraudage. Donc, au lieu de ça, on va venir modifier mon esquisse, et ici, comme diamètre, on va plutôt choisir donc 15 mm qui est le diamètre externe. On va mettre donc
13 mm de diamètre. Et on va venir épaissir cette paroi-là, parce qu'on s'est rendu compte que sinon, on n'aurait pas la place de venir mettre notre fil. Je retourne ici, et là je me rends compte que je crée mon filetage proprement et que ça devrait fonctionner. Je retourne donc sur mon bouchon, et je vais précédemment créer une hélice à l'intérieur. On va respecter ici le nombre de pitch, mais cette fois on va fixer le pitch et la hauteur, parce que ce sont ça les dimensions que je connais. Donc comme on va mettre le même que précédemment, quand on a un doute on peut toujours aller vérifier, donc 3 mm de pas, le pitch c'est le pas, pardon, effectivement, 3 mm, et comme hauteur, on va utiliser la taille, la distance qui sépare le fond de mon bouchon à cette partie-là. Donc si je dis pas de bêtises, j'avais mis 15 mm. Parce que, non, j'avais mis 10 mm, pardon. Ok, donc maintenant, et comme je l'avais fait avant, je vais pouvoir insérer mon filetage. Donc on va venir créer une esquisse dans ce plan médian du bouchon. Et on va venir, comme précédemment, faire un triangle. On définit la verticalité de ce segment. On définit les angles. Et on définit la dimension ici. Encore une fois, on peut vérifier ce qu'on avait fait. Ici, on avait 2,5 mm, 45 degrés, 45 degrés. Donc ici, on va faire une dent un peu plus. Donc de 3 mm pour garantir le bon fonctionnement de tout ça. Check. Et donc ça, c'est ce qui va permettre de venir creuser ici notre filetage. Et pour ça, on va tout simplement positionner ce point avec une contrainte de coïncidence. Donc là ça ne marche pas, donc si ça ne marche pas ça veut dire qu'il faut vraiment que je fasse une exportation. Je fais mon exportation, je définis ma coïncidence ici, et maintenant je teste. Donc encore une fois, on utilise le balayage avec cette trajectoire hélicoïdale. On se met en enlèvement de matière. Ça marche pas parce que mon truc est à l'opposé de ce point-là. Donc j'ai fait mon triangle du mauvais côté.
une des façons possibles de régler ce souci-là, on va venir créer un segment de construction médian. Et on va tout simplement venir faire un miroir de cette partie-là, ici. Et je valide. Pardon. Maintenant, tout ça et ça, on va le passer en trait de construction. Et je valide. Ce qui se passe, c'est que maintenant, je suis obligé d'augmenter très légèrement le pitch, le pas, pour que ça fonctionne. Évidemment, je ne peux pas faire ça, parce que si le pas est différent sur le taraudage et sur le filetage, l'assemblage ne fonctionnera pas. Donc, je vais devoir modifier les dimensions du triangle pour que cette cote-là soit très légèrement inférieure au pas. Et je valide. On va venir vérifier sur notre assemblage en vue de coupe ce que ça donne. On va essayer de faire tourner notre bouchon. Alors, on va retourner sur notre liaison. Voilà. Alors, de quoi on s'aperçoit? On s'aperçoit ici que la distance qui sépare l'extérieur de notre filetage et l'intérieur de notre taraudage est un peu trop faible. Donc pour pallier, on va devoir augmenter très légèrement la taille du taraudage ou réduire la taille du filetage. Donc c'est ce qu'on va faire. On va retourner sur le bouchon. Et ici, en fait, on va juste augmenter un petit peu ceci à 13,5. On valide. Et maintenant, si je retourne sur mon assemblage, j'ai un peu plus de marge de manœuvre qui devrait être suffisante pour faire mon assemblage correctement. Et voilà, une fois tout ça fait, mon assemblage est enfin fini. Donc je vais désactiver ma vue en coupe. Et voici notre système. Évidemment, le système peut être modifié, on aurait pu faire le bouchon un peu plus long, etc. Il y a des tas d'améliorations possibles. La dernière chose qu'il faut voir maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a notre système qui est conçu. Donc, si on veut imprimer nos pièces avec une imprimante 3D, ce qu'il faut avoir, c'est des modèles au format STL. Pour faire ça, ici, toutes les pièces de notre assemblage, on va avoir ici une option Export qui va nous permettre de les exporter sous plein de formats différents, et nous, c'est le format STL qui va nous intéresser. La pièce se prépare à être exportée, et une fois qu'elle est prête, il nous propose de la... L'autre chose qui est intéressant à savoir, c'est comment on va faire pour imprimer notre couple de bras ici avec la liaison pivot, puisque les deux pièces doivent être imprimées ensemble, mais il faut ici respecter un écart entre les parties médianes
puisque si j'utilise un plan de section, on va se mettre comme ça. Qu'est-ce qu'on observe ici? On observe que les deux pièces se touchent, et si elles se touchent, l'imprimante 3D ou le trancheur ne fera pas la différence entre les deux pièces, et il peut y avoir des fibres qui passent d'une pièce à l'autre et qui rendent la séparation des deux pièces impossible. Donc pour régler ce problème-là, on va retourner sur notre liaison cylindrique ici, et on va tout simplement imposer un quart de tour. Et comme ceci, on peut les imprimer. Maintenant qu'on a ça, on va sélectionner la pièce 1 et la pièce 2. Et on va venir créer un nouveau sous-assemblage. Maintenant qu'on a passé nos deux assemblage 2, ici nos deux pièces existent bien. Donc dans notre assemblage ici, on va venir rajouter un angle de 90 degrés, on valide, il se remet à jour. Et c'est cet assemblage-là qu'on va venir exporter là aussi en fichier STL. Donc là on va mettre fermoir bras. Ici on va se mettre en millimètres, évidemment. La résolution médium pour nous sera largement suffisante. On va se mettre en téléchargement et je valide. Donc ici on peut enregistrer. Moi je vais juste l'ouvrir pour pouvoir vous montrer le fichier STL, et on a bien nos deux bras qui font partie d'une même pièce et qu'on va donc pouvoir. Voilà, maintenant que cet assemblage est fini, vous allez pouvoir passer à la partie suivante.